êtes sur RTI 1, bonsoir à tous. Merci de nous suivre ce lundi 9 juillet à la une de l'actualité. La lutte contre le commerce illicite des armes au cœur d'une séance à l'Assemblée nationale. Les députés membres de la Commission Défense et Sécurité se familiarisent au traité sur le commerce des armes. Ils visent surtout à améliorer la réglementation dans le secteur. Depuis le début de cette année 2018, l'agence Côte d'Ivoire PME est opérationnelle. Sa mission est d'accompagner les PME ivoiriennes dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement, à travers notamment la recherche de financement et la formation. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, démissionne au lendemain du départ du ministre du Brexit. Le tout quelques jours seulement après l'accord obtenu par Theresa May sur la stratégie britannique pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bienvenue dans le journal de RTI 1. Démarrons cette édition au Parlement ivoirien. Comment prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques? Les députés membres de la Commission Défense et Sécurité se familiarisent au traité sur le commerce des armes. Ils visent surtout à améliorer la réglementation du commerce des armes. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire a signé et ratifié le traité sur le commerce des armes depuis 2014. Dans cette optique, un avant-projet de loi portant contrôle des armes, munitions et autres matériels connexes a été élaboré et sera bientôt sur la table des députés. Avant l'adoption de ce projet de loi, les députés s'imprègnent des prescriptions du traité sur le commerce des armes à l'initiative de la COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre. Étant entendu que les députés sont les faiseurs de loi, donc leur concours est essentiel. Plus ils comprendront donc la portée du traité sur le commerce des armes, mieux ils l'intégreront dans la loi nationale qui pourra nous permettre en définitive de gérer toutes ces questions-là. En tant que parlementaire, surtout membre de la commission de défense et sécurité, nous sommes vraiment prêts à accompagner le processus de ce traité-là. Parce qu'il est important, nous, membres de cette commission, vraiment de travailler là-dessus de façon profonde. Les parlementaires jouent un rôle important dans le processus de mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Cette formation bénéficie de l'appui du Conseil national de sécurité. C'est un appui d'abord technique, un appui aussi de représentation, parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le secrétariat national du CNS qui est le premier partenaire, sur la porte d'entrée du secrétariat du traité du commerce des armes en Côte d'Ivoire. Le traité sur le commerce des armes a pour but de prévenir et éliminer le commerce illicite des armes et également améliorer la réglementation du commerce international des armes. Voilà 17 mois que l'opération Grand Ménage est en cours sur le sol ivoirien. À cette étape, le ministère de la Salubrité qui pilote ce programme de lutte contre l'insalubrité fait un bilan. Les préfets, les conseillers régionaux, les maires et aussi de la société civile ont été invités à communiquer sur les forces et les faiblesses de l'opération. Il s'agit pour le ministère d'améliorer l'organisation de l'opération et sa mise en œuvre par les parties prenantes. Un autre point à améliorer pour remporter la lutte contre l'insalubrité, le mode de gestion des boues de vidange. Il arrive bien souvent que les entreprises du secteur ne maîtrisent pas les règles environnementales et les conditions d'hygiène à respecter. L'Association africaine de l'eau et l'ONAD travaille à inverser cette tendance. Serge Collier. Selon un rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF, un individu sur 3 dans le monde vit sans installation sanitaire. Malgré les avancées enregistrées depuis ces dernières années, la gestion des boues de vidange reste encore le parent pauvre de l'assainissement urbain et périurbain. Pour remédier à cette situation préoccupante, l'Association africaine de l'eau et la Fondation Bill et Melinda Gates se sont engagés à améliorer l'accès durable à l'assainissement. On s'est rendu compte que ce secteur a été longtemps délaissé. Or, ces boues de vidange sont extrêmement riches
un germe pathogène donc responsable du développement des maladies. Et quand il y a par exemple des inondations, n'est-ce pas, c'est le contenu des fosses et autres qui vont se retrouver et vont souiller, n'est-ce pas, les cours d'eau, les puits et autres aliments. Et n'est-ce pas, c'est un problème de santé publique. Cette formation porte sur le renforcement des capacités managériales, techniques et opérationnelles des entreprises de vidange. Au niveau national, il y a 95% de la population qui a accès à l'assainissement non collectif. Et quand on revient spécifiquement à Abidjan, on a 60% de la population qui a accès à l'assainissement non collectif. Et donc, au regard de ces pourcentages, l'Office a inscrit l'assainissement non collectif au rang de ses axes stratégiques. Donc, ça figure au 5e axe stratégique qui est la maîtrise de l'assainissement non collectif. Experts de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, et entreprises de vidange ont pris part à ces échanges. Le ministère de la Santé a lancé ce matin une opération de désinsectisation dans les zones touchées par les inondations suite aux dernières pluies diluviennes. Le but est de détruire tout insecte nuisible, notamment les moustiques, facteurs du paludisme. Le reportage est signé Ami Sissoko. Cette opération, ce n'est pas pour entretenir ces fleurs, mais une opération de désinsectisation. Elle est menée par les techniciens de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Dans la cité Alabrapé, l'une des cités touchées par les récentes inondations, l'opération vise à lutter contre les moustiques, vecteurs du paludisme et de la dengue. Ces pluies diluviennes sont à l'origine de nombreux problèmes d'assainissement et de salubrité. Or, ces problèmes-là sont les lits de prolifération de certains insectes tels que les moustiques et autres insectes, notamment les cafards, les mouches, et qui sont des vecteurs de nombreuses maladies, notamment le paludisme, la fièvre jaune, la dengue et autres maladies à transmission vectorielle. Tout est passé au peigne fin, maison, espace vert et égouts. J'ai été surpris ce matin agréablement par ce que le ministère a fait. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment important qu'on puisse pulvériser afin d'éradiquer d'éventuelles maladies. Après l'inondation, j'ai constaté qu'il y avait vraiment des moustiques. Ils ont fait un bon passage, les placards, même les chambres, les douches, tout. Mon garçon qui est là, je l'ai vu dorénavant qu'il vide constamment les bacs qui sont là et qui constituent des nids de réserve des moustiques. Ces produits que nous utilisons sont des produits homologués par l'Organisation mondiale de la santé, inoffensifs pour la population. Si on démoustique une zone, qu'on ne démoustique pas la zone voisine, effectivement, les moustiques qui sont chez le voisin peuvent se propager plus tard à l'endroit où la démoustication a été faite. L'opération de désinsectisation va s'étendre aussi à la cité Alabra, Réconciliation, à la CDC, à la Ruminis, des zones également touchées par les inondations des 18 et 19 juin derniers. L'État de Côte d'Ivoire multiplie les actions en faveur des PME. Une nouvelle entité a été mise en place avec pour mission principale de soutenir les PME ivoiriennes. L'agence Côte d'Ivoire PME doit permettre à ses entrepreneurs d'être plus compétitifs au niveau international et de sortir de l'informel. Jean-Jacques Kwame. Mohamed Lamine Bakayoko est un jeune entrepreneur investi dans le domaine de la transformation du café. En plus de la production, Mohamed Lamine forme les jeunes dans le domaine du marketing et de la comptabilité dans sa petite unité située dans la commune d'Adjamé. Ça nous permet de créer une forme de hub derrière, parce qu'en termes de turnover, moi ici pratiquement plus de 60 personnes qui sont passées par ici. Et comme on ne peut pas trop les conserver, donc il faut les rendre très efficaces pour ailleurs, quoi. Maintenant même on nous recommande. Mais que de difficultés rencontrées par ces chefs d'entreprise dans l'atteinte de ces objectifs. Les PME ne bénéficient toujours pas d'assistance dans la mise en œuvre de plans de développement. On me dira que maintenant c'est facile de créer une société, mais ce n'est pas que les conditions de facilitation de création qu'il faut créer. Il y a les conditions de facilitation de la gestion quotidienne là, qui, ma foi, ne sont pas encore bien huilées. C'est le cas de Nzi, opérant dans le domaine des bâtiments travaux publics. Elle aussi rencontre des difficultés pour participer à des appels d'offres
au niveau international. Mais aujourd'hui, sa persévérance a fini par payer. Nous, on a été PME. On n'avait même pas les cautions pour participer au marché. Parce que les banques, on n'a pas de moyens, on n'a pas de maison pour hypothéquer. Donc, ce qu'il faut faire, il faut bloquer de l'argent pour qu'on nous donne la caution. Et on n'a pas. Donc, à chaque moment qu'on va à l'appel d'offres, on est éliminé à faute de caution. La caution qui fait 250 millions, à son temps, nous, on ne peut pas avoir. Pour répondre aux préoccupations de ces chefs d'entreprise, le gouvernement vient de créer l'agence Côte d'Ivoire PME. Sa mission, accompagner les PME dans l'élaboration des plans de développement et la formation afin de participer à des appels d'offres à l'international. Un des objectifs stratégiques de l'agence est bien sûr de propulser les PME vers le succès en renforçant leurs capacités. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui est globalisée. Et dans ces circonstances-là, bien sûr, les compétiteurs des PME ivoiriennes peuvent venir de la Chine, des États-Unis, de l'Europe notamment. Donc une entreprise, même si elle est basée en Côte d'Ivoire, elle fait face à une compétition qui est globale. À partir de ce moment, si vous voulez des PME compétitives, il est important de travailler à ce qu'elles acquièrent ce qu'on appelle les pratiques d'affaires de classe mondiale, de sorte que ces PME, bien sûr, puissent compétir avec les PME internationales et bien sûr offrir des produits dont le rapport prix-qualité puisse convaincre les clients. L'agence Côte d'Ivoire PME va également contribuer au montage de projets afin de bénéficier des financements auprès des banques. Si vous prenez un cas précis, par exemple, tel que le cas du métro d'Abidjan, en amont, il faut déjà cartographier les besoins, les types de compétences dont on aura besoin dans le cadre de ce métro d'Abidjan. Une fois qu'on a cartographié, il faut voir aujourd'hui au niveau de l'écosystème ivoirien quels sont les types de PME qu'on a. Est-ce que les PME qu'on a aujourd'hui seront capables de participer à la mise en œuvre de ce projet-là? Si tel n'est pas le cas, le rôle de l'agence Côte d'Ivoire PME sera d'identifier les besoins, de travailler avec l'ensemble de l'écosystème à bâtir les compétences des PME ivoiriennes pour que quand vient le temps d'exécuter ce marché, on ait, je dirais, un panier de PME assez capable. Si le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, est la porte d'entrée des PME qui constituent 98% du tissu des entreprises en Côte d'Ivoire, cette nouvelle structure se veut comme le garant de la survie de ces PME qui meurent pour la plupart 2 ans après leur création. Avec l'ouverture de l'incubateur d'Abidjan au cours de ce mois de juillet, l'agence Côte d'Ivoire PME va apporter un support et un soutien aux startups ivoiriennes. Tout comme les PME, les startups ivoiriennes veulent elles aussi déployer leurs ailes. Elles s'engagent sur les sentiers de l'économie numérique. Et pour leur faciliter la tâche, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et des TIC a eu l'idée d'une masterclass en faveur des jeunes entreprises dans le domaine du numérique. Lassina Ouattara et Mamadou Kwasi. Faible niveau d'utilisation des services numériques et timide décollage de la recherche et de l'innovation chez les jeunes dans le domaine du numérique. Voici les raisons qui ont suscité chez l'Agence nationale du service universel des télécommunications et des TIC, ANSUT, la création d'un programme de masterclass. Moment d'échange avec les startups. Nous savons que les compétences et les expertises existent. Il faut juste que nous puissions leur présenter l'ensemble de nos besoins et avec elles convenir d'une plateforme de collaboration pour que ce qu'elles peuvent apporter puisse être une contribution réellement enrichissante en termes d'accélération on va dire, la transformation numérique de notre économie. Au cours de la masterclass sur l'implication des startups dans la gouvernance électronique, les responsables de l'ANSUT ont expliqué aux startups les enjeux de la gouvernance électronique en Côte d'Ivoire. On attend que les startups fassent preuve d'innovation. Venir nous présenter ou nous proposer des projets qui vont nous permettre de résoudre le quotidien des populations à travers les services. Et aujourd'hui, avec l'ANSUT, nous avons voulu commencer le partenariat privé-public entre le public et les startups. Donc c'est un pas qui est déjà fait et derrière il y a toute une stratégie qui est mise en place pour le développement de l'informatique des startups et aussi pour la réponse aux besoins en termes d'informatique des populations. Le programme de masterclass s'articule autour de la mise en place des infrastructures et de leur accessibilité. À ce niveau, il revient aux startups de saisir toutes les opportunités, c'est-à-dire partir de petites entreprises locales pour devenir des multinationales comme Facebook, Google ou Amazon.
C'est le message transmis par les responsables de l'ANSUT aux jeunes. Dans le domaine du foncier rural, une agence est désormais opérationnelle pour traiter les questions relatives à ce milieu particulièrement important. Elle a été équipée et a reçu 43 véhicules pour être davantage fonctionnelle. Noël Niagno. Madame, voici les clés que le but que vous remet, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au nom de tous les bénéficiaires ici présents, je voudrais vous dire grand merci pour ce grand acte de générosité et nous vous rassurons que nous en ferons bon usage. Avec ce véhicule, nous pouvons aller sur le terrain, être beaucoup plus efficaces et opérationnels. L'histoire retiendra que c'est sous la pluie que Mme Nda, née Ncho-Françoise, directeur régional de l'agriculture de Sakassou, a reçu les clés de son 4x4 ce lundi 9 juillet. Cela parce que la question foncière ne peut attendre. Comme elle, 24 autres directeurs régionaux ou départementaux vont recevoir les clés de leurs véhicules. Autre moyen de mobilité, 44 motos vont être distribuées. Coût de ces équipements, plus d'1 demi-milliard de francs CFA. Avant la remise symbolique de ces clés, Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a visité les locaux du conseil de surveillance aux 2 plateaux et le siège de la FOR, agence foncière rurale, au quartier Zinsou de Cocody-Angré. Conclusion, la FOR est désormais opérationnelle avec des dirigeants qui ont une claire idée de leur charge. L'ensemble des conseillers de la direction générale et moi-même sommes donc conscients des objectifs qui sont les nôtres, à savoir mettre fin d'une part aux rapports conflictuels entre les différents acteurs de la chaîne foncière et d'autre part aux crises intercommunautaires avec leur scène de désolation et de fractures sociales. Nous avons eu des réunions importantes avec le préfectorat sur le terrain et récemment avec un plan d'accélération du processus pour qu'il s'approprie ce processus afin que dans 2-3 semaines, nous puissions revenir vers vous et devant l'Union européenne pour dire que l'atteinte indicateur n'est plus une gageure, n'est plus un rêve, mais nous avons réussi à le transformer en réalité tangible. Après avoir salué et félicité les dirigeants de l'agence pour leur diligence et la pertinence de leurs actions, Sangafoua Coulibaly a fait un constat. C'est maintenant que nous allons voir les résultats de cette loi, c'est-à-dire sa mise en œuvre va passer à échelle. Il fallait des moyens humains conséquents. C'est bon que les Ivoiriens sachent que désormais, l'État de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de sa politique. La FOR, l'agence foncière rurale, comprend un conseil de surveillance et une direction générale. Dans la région du Hambol, l'élevage des abeilles pour la production de miel et de produits dérivés permet aux jeunes de s'en sortir. Plus de 25 000 litres ont été produits en 2017. Mais cette production nationale ne couvre que 20 à 40% des besoins nationaux. Pour arriver à faire plus, les apiculteurs demandent la modernisation du secteur, leur formation et aussi des équipements adéquats. Soro Corona. Nazéon Siloué vérifie les ruches de sa ferme avicole. Cet exercice, ce jeune apiculteur installé à Katula le fait au quotidien. L'apiculture est la seule source de revenus de Siloué depuis 3 ans. Aujourd'hui, avec 100 ruches seulement, vous maîtrisez l'activité apicole. 1 heure de travail par jour, ça te suffit pour être stable. Mais avec 100 ruches installées, si vous faites même une seule récolte, mais ça vous avez près de 1000 litres. Ouattara a désormais un toit grâce à sa production. Il fait partie des 500 apiculteurs de la commune de Tafiri. Cette activité, considérée comme secondaire, lui rapporte 3 millions de francs CFA par an. Bon, cette maison m'appartient avec les fonds de l'apiculture. Bon, j'ai commencé à faire un peu, jusqu'à je continue de travailler dessus. En 2017, ce sont environ 25 000 litres de miel produits par l'association des apiculteurs de Tafiri. En dépit des efforts faits par ces apiculteurs, le secteur est encore artisanal. Je demande à l'État pour venir à l'aide. Je suis dans les ruches traditionnelles. Bon, il faut qu'on cherche à moderniser. Avec les ruches modernes, on peut regrouper 1000 ruches par État. À Tafiri, la municipalité travaille pour la modernisation de ce secteur d'activité. Nous allons essayer de travailler pour les mettre ensemble
pour que, en plus d'être le vivier de l'apiculture donc en Côte d'Ivoire, que nous soyons un exemple en termes de lutte contre la pauvreté et de lutte surtout contre le chômage des jeunes. Cette filière, qui peut faciliter l'insertion de plusieurs jeunes, est confrontée à des difficultés. L'État devait pouvoir améliorer, enlever cette loi-là carrément. Le miel ne devait plus considéré comme un produit forestier, mais plutôt comme un produit de l'agriculture. S'il est considéré comme un produit de l'agriculture en tant que tel, on peut vendre librement. Dans l'apiculture, tous les sous-produits du miel sont vendus et même bien vendus au regard de leur utilité. Nous avons le propolis, comme je dis, propolis qui est très utilisé en pharmacie. La cire d'abeille. Quand on finit de récolter après le pressage, les résidus que les paysans, les gens rejettent, c'est de ça que ce produit sort. Pour atteindre l'autosuffisance en miel, l'apiculture a besoin de promotion et de soutien. Le nord de la Côte d'Ivoire reste la zone propice à la production du miel. Les apiculteurs ivoiriens ne produisent que 20 à 40% des besoins en miel du pays. L'apiculture pourrait constituer un secteur porteur pour la jeunesse. Dans l'enseignement supérieur, 5 conventions de partenariat ont été signées ce week-end entre l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo et des entreprises nationales et internationales. Le principal objectif est de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. Mamadou Kouassi. Pour cette première édition du rôle des stagiaires de l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo, elles étaient environ 30 entreprises présentes. Elles sont venues échanger avec les étudiants à travers des expositions et des panels. Au nombre de ces structures, la Chambre de commerce et d'industrie, l'Agence emploi jeunes, le Centre national de recherche agronomique, CNRA, et l'ANADER, ainsi que 2 partenaires du monde de la téléphonie mobile et des banques. Je dirais tout simplement que nous allons éveiller des consciences, que nous allons proposer de nouveaux métiers, que nous allons réorienter ceux qui ont l'ambition d'entreprendre et que nous allons leur dire comment il faut le faire. Le rôle du stagiaire est une initiative innovante de l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo. Et pour cette première édition, bonne nouvelle, 5 entreprises sur les 30 présentes ont signé des conventions avec l'université afin de l'accompagner dans son combat pour l'insertion des diplômés. Dans la convention, chaque entreprise s'engage à offrir environ 300 stages de perfectionnement aux étudiants, des stages pouvant conduire à des emplois. Diakité Ibrahim, directeur de l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, félicite les entreprises signataires pour leur engagement aux côtés du gouvernement pour l'insertion des jeunes diplômés. Une véritable satisfaction pour les étudiants qui vont entamer dans quelques semaines des stages. Au niveau de L3, il était important pour nous, les étudiants qui sont en sciences économiques, vraiment de s'adonner aux différents stages pour avoir la pratique à notre actif. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette première édition, Lanzeni Coulibaly s'est réjoui de l'issue de cette initiative et a fait la promesse que tout sera mis en œuvre afin de pérenniser cette activité. Le rôle du stagiaire est une trouvaille de l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo pour accompagner l'insertion socio-professionnelle des étudiants. Une telle initiative qui permet de faire en sorte que le lien soit renforcé et consolidé entre le monde socio-professionnel et l'université est une initiative qui doit être soutenue à juste titre. C'est également la première du genre initiée par une université de Côte d'Ivoire. Les acteurs du système éducatif en charge des cantines scolaires se sont réunis pour plancher sur la stratégie d'alimentation scolaire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de permettre aux acteurs du domaine de rentrer en possession des documents de politique nationale et stratégie d'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire. Direction la nouvelle commune de Ndoussi, une quarantaine d'associations de femmes et de jeunes ont bénéficié de dons pour leur autonomisation. Le RDR leur a offert du matériel à hauteur de 5 millions de nos francs. Mamadou Kouassi. Chefs traditionnels et communautaires, leaders religieux, responsables d'associations de femmes et de jeunes de tous les villages de la commune de Ndoussi étaient présents à ce rendez-vous du partage, de la solidarité et du développement, initié par le Rassemblement des Républicains, RDR. Une initiative du secrétaire national à la mobilisation, le député Charles Niaoré, fils et cadre de Ndoussi. Des chaises, du matériel et des produits phytosanitaires, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA, remis à une quarantaine d'associations de jeunes et de femmes de la sous-préfecture de Ndoussi. Il s'agit pour nous d'accompagner les actions du président Alassane Ouattara et de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sur le terrain. Et chacun de nous doit mettre la main à la pâte pour l'émergence de notre nation. Il faut que chaque jeune comprenne que c'est de par notre engagement, de par notre volonté, de par notre détermination que nous allons réussir notre vie.
il ne faut pas attendre que nous ayons forcément un appui de 1 million de francs, un appui de 2 millions de francs, mais avec 100 000 francs CFA, on peut réussir chez nous-mêmes, ici, en Côte d'Ivoire. Une volonté et un appui au développement et à leur autonomisation financière saluée par les bénéficiaires. Invité d'honneur à cette rencontre, Boni Ekbonon, député de Tia-Salé, et la présidente de l'Union des coopératives vivrières de Côte d'Ivoire, Irelou Colette, ont toutes deux félicité Charles Niaouré pour ses nombreuses actions de développement et de solidarité au profit de la sous-préfecture de Ndoussi. Si aujourd'hui ils viennent donner des dons à la population de Ndoussi, je trouve que ce sont mes traces que mon fils est en train de poursuivre. Je lui demande qu'il a qu'à continuer comme ça. C'est bon de partager ce que tu reçois. Cette action constitue le lancement d'une vaste opération de solidarité et de soutien à l'endroit de toute la couche de la nouvelle commune de Ndoussi. L'actu en bref nous conduit au Mali. Les deux principaux adversaires lors de la présidentielle du 29 juillet prochain ont tenu leur tout premier meeting. Au lendemain de l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle du 29 juillet, au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et toute son équipe ont officiellement lancé leur campagne devant des milliers de militants et sympathisants de leur parti RPM. L'ancien ministre Smaïla Cissé, chef des files de l'opposition, a de son côté tenu un meeting sur la place de l'Indépendance de Bamako où étaient rassemblés des dizaines de milliers de personnes selon la presse. Son entourage parle de 30 000 à 50 000 personnes présentes. Les deux candidats s'engagent à tout mettre en œuvre pour ramener la paix et l'unité, à redonner à l'État toute son autorité. Le bilan provisoire de violentes pluies qui se sont abattues sur l'ouest du Japon est monté à plus de 100 morts, a déclaré ce lundi le porte-parole du gouvernement. Les secouristes se forcent de retrouver des disparus dans les quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitations de l'ouest du Japon. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Shinzo Abe a décidé d'annuler une tournée prévue à partir de mercredi en Belgique, France, Arabie Saoudite et Égypte pour donner la priorité aux sinistrés. La chef du gouvernement britannique, Theresa May, se retrouve fragilisée après la démission de David Davis, ministre en charge du Brexit, et de Boris Johnson, son ministre des Affaires étrangères. Avec ces démissions successives, l'on assiste à une aggravation de la crise qui déchire le gouvernement britannique sur le Brexit à 9 mois de la sortie du pays de l'Union européenne. Ces deux ministres incarnaient une ligne dure. Leur départ intervient 3 jours après une réunion cruciale du gouvernement qui avait adopté une nouvelle position vis-à-vis de l'UE. Pour terminer, l'artiste chorégraphe Rose-Marie Guiraud part à la conquête de la scène, mais cette fois en tant qu'interprète et chanteuse. Elle a présenté sa première œuvre musicale qui sonne comme une renaissance pour la septuagénaire. Elle entend mettre les bénéfices des ventes au profit des orphelins à sa charge. Christian Dago et Franck Quadio. La salle de théâtre de l'INSAC à Cocody bat au rythme de la soirée dédicace du tout premier album de Marie-Rose Guiraud. Un nouvel album de 10 titres, Dimension 2, volume 2, rythmé au parfum de l'amour du prochain. Selon Marie-Rose Guiraud, cette œuvre musicale s'inscrit dans une initiative de récolte de fonds à l'endroit d'enfants orphelins et déshérités à sa charge. La dimension 2, ça veut dire ma deuxième dimension. Ce que j'ai fait avant, c'est la première dimension. Ce que je fais maintenant, c'est la musique. C'est la deuxième dimension. C'est une très bonne initiative. Je crois qu'on peut collecter des fonds de plusieurs manières. Et elle a choisi la musique pour collecter des fonds pour aider des jeunes. Un public conquis. L'artiste, danseuse et chorégraphe à son aise, 4 titres sont interprétés. À 75 ans et malgré une santé fragile, Marie-Rose Guiraud n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse sur les percussions de ceux qu'elle appelle affectueusement ses enfants.
Sur cette note de gaieté que ce journal se termine. Retrouvez à partir de demain les demi-finales pour le mondial de football 2018. La première rencontre Belgique-France demain mardi et mercredi Croatie-Angleterre. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain 20h. Bonsoir.